Voyons à présent si le processus en cours en Guinée devant conduire à l'ordre constitutionnel est possible sans une partie de la classe politique, celle qui boude les assises nationales et qui insiste sur un dialogue direct restreint avec les autorités guinéennes. Dans une déclaration publiée mardi, le G58 demande aux autorités de la transition de mettre en place un cadre de dialogue répondant aux exigences d'indépendance, d'impartialité et de transparence talibé Bari. Oui, une déclaration, déclaration numéro 003 donc du G58. Seul paradoxe, on parle du G58, mais il y a 59 signataires. Donc peut-être que... J'ai passé à 59. C'est une marque déposée. Oui, peut-être que voilà, ça c'est breveté, donc c'est G58. Même si ça passait à 100, on arrête à G58. Ou peut-être que le dernier inscrit n'est pas suffisamment sûr, peut-être qu'il pourrait partir d'un moment à l'autre. Mais toujours est-il que dans cette déclaration... Peut-être que quelqu'un a signé 2 fois. Donc dans cette déclaration, ils estiment que le cadre de concertation inclusif qui a fait l'objet d'un décret, donc... et qui a fait polémique, que ce cadre n'est pas à leur goût. Parce qu'ils disent que ce cadre de dialogue qui doit être indépendant, c'est-à-dire dépourvu de tout lien de subordination entre les protagonistes, devrait permettre de prendre des décisions qui devront par la suite être formalisées. Alors, on a tous lu le décret, puisque les politiques, donc le G58 estiment que ce n'est pas ce qu'ils ont demandé. Ils ont demandé plutôt un cadre de dialogue à la place d'un cadre de concertation, parce que un cadre de dialogue, il y a plus d'indépendance, plus d'impartialité, parce que... même si le cadre de concertation n'est pas une réponse à la demande de la classe politique. Oui, non, écoute, le premier paragraphe, dans le premier paragraphe, il signale que le ministre de l'administration du territoire les avait reçus le 14 mars dernier, dans le cadre des concertations en vue de la mise en place d'un cadre de dialogue. Et ils disent, ces consultations avaient pour objectif donc d'annoncer la volonté du gouvernement de mettre en place un cadre de dialogue permanent et de demander aux acteurs politiques le type de cadre de dialogue qui convient le mieux au traitement consensuel des axes fondamentaux d'un retour à l'ordre constitutionnel. Donc la question de la constitution, la question du code électoral, la question du fichier électoral, la question du chronogramme électoral et la question de l'organe de gestion des élections. Donc on leur avait demandé quel cadre, quel type de cadre vous convient. Et ils ont précisé que à l'issue des échanges avec les coalitions politiques, le ministère de l'administration du territoire avait pris l'engagement de partager avec les différents acteurs la synthèse des consultations au terme de celle-ci. Et à notre grand étonnement, nous avons appris par voie de presse la publication d'un décret. Donc, le procédé qui leur a été déclaré par le ministre de l'administration du territoire, c'était de les consulter sur le type de cadre de dialogue qui leur convenait. Ils ont même déposé des mémos. Le ministre avait promis qu'une fois la synthèse des propositions faite, qu'il leur ferait un retour avant tout acte, toute décision concernant la mise en place d'un éventuel cadre de dialogue. Donc aujourd'hui, ils ne comprennent pas que cela intervienne. Maintenant, qu'est-ce qu'ils demandent en tout cas au ministère de l'administration du territoire? Donc, ils estiment que cette approche porte atteinte à l'autonomie et à l'indépendance du cadre qui constitue les conditions sine qua non de l'efficacité des débats. Donc ils estiment que ce cadre de consultation inclusif porte atteinte à l'autonomie et à l'indépendance dont un cadre de dialogue a besoin pour plus d'efficacité. Ils estiment que ils ne comprennent pas que l'ordre du jour, comme le dit le décret, soit fixé par le MATD. Mais il est, disent-ils, que cet ordre est donc décidé par le MATD, transmis aux participants seulement 72 heures avant la session. Pour notre part, disent-ils, nous estimons que l'ordre du jour doit être préalablement arrêté de commun accord entre les parties prenantes au dialogue. Et ils ne comprennent pas également qu'il soit prévu une seule session par mois. Et c'est là où je me pose la question suivante.
Ils disent, à notre humble avis, nous estimons que rien n'empêche que 4 sessions par semaine au moins soient organisées. Moi, je me pose la question, est-ce qu'ils ont voulu dire effectivement 4 sessions par semaine ou 4 sessions par mois? Parce que quand on vous parle d'une session par mois, peut-être vous êtes censé demander 4 sessions par mois. Mais ici, il parle de 4 sessions par semaine. Donc 4 sessions des travaux, au titre des travaux du cadre de dialogue par semaine, c'est ce qu'il demande. Donc ça veut dire que de façon sous-entendue, même s'il ne le dit pas, qu'il rejette le cadre de consultation inclusif mis en place. Et pour terminer, il demande, et ce n'est pas rien parce que ça rejoint un peu l'article 77 qui dit que par exemple, la durée de la transition doit être déterminée de commun accord entre les forces vives et le CNRD. Vers la fin donc de leur déclaration, il demande, il réitère l'établissement de la liste nominative des membres du CNRD et l'ouverture de procès relatifs aux crimes de sang. Et ils exigent que ce cadre de dialogue-là, qu'ils demandent, soit chapeauté par un médiateur international. Mamadou Jean Baldé, est-ce que cette opposition, cette classe politique n'est pas en train de brasser de l'air? Est-ce que vous la comprenez quand elle insiste sur un cadre de dialogue? C'est comme si ça sonnait comme un barreau d'honneur pour elle. Oui, la classe politique, dans ce qu'elle vient de produire, c'est qu'elle ne veut pas qu'on mélange, au sens figuré, les torchons et les serviettes. C'est parce qu'il y a la présence d'autres entités, je crois, ou bien talibés, au sein par rapport à l'invite faite par le CNRD. Notamment la société civile. La société civile. Le cadre de concertation, oui. Donc, les politiques voudraient une sorte de cénacle, qu'ils se retrouvent entre eux et que leurs interlocuteurs directs soient la junte, pas de société civile. Société civile, mais comme observateur. Voilà, ils disent la société civile et en qualité d'observateur. Et le G5 comme partenaire technique et financier en qualité d'observateur. Ça revient à la même chose. En qualité d'observateur, pas partie prenante. Est-ce que vous voyez? Donc elle veut vraiment imposer ses vues, une sorte de diktat parce que pour la classe politique, une transition est tout d'abord politique. Est-ce que vous voyez? Donc ce sont eux les enfants chéris, les enfants gâtés. Donc c'est à eux d'imposer le tempo au CNRD qui doit vite faire pour débarrasser le plancher, laisser la place à un président politique. Est-ce que vous voyez? Maintenant, au CNRD, de l'accepter ou pas, parce qu'elle met la pression là. Il y a les manifs, il y a des menaces de manifs, même si Lincoln, à ton attention, je crois qu'avec les travaux là, une trêve serait la bienvenue le long de la route de la Non, mais ils vous diront qu'il y a l'autoroute. Oui, non, peut-être pour renforcer vos commentaires, parce que par rapport aux 20 places que le cadre de consultation prévoit au titre des partis politiques, aux coalitions, aux coalitions politiques, pour eux, il y a en tout cas cette vingtaine de coalitions est difficilement identifiable. En conséquence, à l'instar de ce qui s'est passé dans le cas du CNT, nous suspectons les MATD de vouloir multiplier le nombre de coalitions aux seules fins de contrôler le cadre de dialogue. Donc pour finir, vous vous souvenez en 2009, Jean-Marie Doré, avant qu'il ne soit Premier ministre, s'était farouchement opposé à ces candidatures indépendantes à la présidentielle et il avait même proféré des imprécations, tout ça, des mises en garde. Et les politiques avaient eu le dernier mot, il n'y en avait pas eu dans la constitution de 2010. C'est un peu, on tend un peu vers ça. Est-ce que vous voyez? Donc les politiques tiennent toujours à avoir le dernier mot. Oui, Kabine Fofana, pour discuter des questions liées à la constitution, au code électoral, le fichier, etc., est-ce que il faut-il garder un cadre strictement politique, donc réserver les débats aux politiques avec le CNRD et le gouvernement? Et l'autre question, est-ce que vous comprenez cette qualité d'observateur que propose à la société civile le G58? Il y a une question préjudicielle qui se rapporte même au cadrage général
de ce cadre-là, si je puis m'exprimer ainsi, qui consiste donc à savoir qui est-ce qui doit composer ce cadre de dialogue-là. Je pense que quand les politiques exigent que ce soit eux qui soient en discussion directe avec la junte, moi je comprends bien ceci pour deux raisons. Principalement, c'est que la transition, elle est hautement politique puisque son issue doit être l'élection d'un président élu, démocratiquement élu. La deuxième raison se rapporte en réalité à la représentativité. Parce que je trouve que les partis politiques sont l'entité la plus représentative possible des avis les plus généraux des populations, parce que eux, ils ont au moins l'onction des militants et de la population à travers tous ceux qui votent pour eux et ceux qui militent dans leur parti politique. Ce qui fait donc qu'ils sont à une position dominante extrêmement importante par rapport aux autres entités du corps social guinéen. Par contre, je ne pense pas non plus qu'il... Surtout qu'il faut préciser qu'en Guinée, la société civile vient au second plan. Exactement. Et nous sommes une société assez politisée. Sauf que ce que je ne trouve par contre pas, c'est que l'on puisse penser en réalité que les acteurs sociaux doivent être là que pour des simples figurants. Pour des simples figurants. Les acteurs sociaux sont importants parce que quand on regarde la trajectoire politique de la Guinée ces dernières années, les acteurs politiques ont joué un rôle important. Ouais. Et le Ils étaient à l'avant-garde. Exactement. Les Rabi, Fofana, tout ça. Absolument. Ce sont eux qui ont déblayé. Exactement. Et donc, je pense qu'ils ne peuvent pas jouer seulement qu'un simple rôle d'observateur. Donc, ne penser que les acteurs sociaux ne doivent pas être des acteurs et des parties prenantes à ce dialogue-là. Et de mon point de vue, ce serait éliminer une bonne partie de gens qui ne sont pas politisés. Ceux qui ne sont pas politisés sont des gens qui peuvent se retrouver dans les revendications de ces plateformes sociales-là. Maintenant, à la question de savoir est-ce que le G5, donc le groupe des cinq puissances les plus importantes, est-ce qu'ils doivent être là pour observer, pour être observateurs, je pense que ceci crédibilise davantage le cadre et ça a été à peu près le cas en 2013. Et il y a le groupe de contact. Exactement, le groupe de contact. Et en 2013, les Nations Unies, à travers le général Lamine Cissé, avait donc servi d'observateur au cadre de dialogue qui avait été donc mené par Saïd Djinit. Et puis, il y a un point de rapidement... on va faire une nouvelle pause. Et surtout, ne bougez pas. À suivre les infos, nous revenons juste après. Propose le G58. Le CNRD n'en veut pas. Écoutez, je pense que on est dans une situation un peu compliquée où seul le peuple pourrait être le perdant. Parce que nous avons des acteurs qui ne se comprennent pas et cela pourrait créer une crise et la crise n'est pas profitable. Bon, je ne tiens pas compte de la tradition chinoise qui pense qu'une crise est toujours une opportunité. Donc, cette crise pourrait nous conduire à une situation de conflit parce qu'il y aura des contestations. Et dès qu'il y a contestation, il risque d'y avoir de violence. Et la violence ne nous arrange pas, même si notre administration est connue et reconnue pour son caractère violent, en tout cas depuis l'accession de notre pays à l'indépendance. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont nos archives et même notre vécu. Alors, ce que moi je suggère, c'est à ce que les partis politiques ne soient pas des outils de confirmation des attentes de la communauté internationale et que aussi la junte qui est au pouvoir sorte de la stratégie de diversion pour qu'on ne puisse pas être dans un cycle infernal de répétition de la violence. Moi, je pense que les partis doivent désormais dialoguer, dialoguer de manière très franche pour se dire la vérité et qu'on accepte cette vérité-là au bénéfice de la Guinée et pour le futur, le bon futur de la Guinée. Moi, je pense qu'il est utile de ne pas être instrumentalisé de deux parts parce que j'ai l'impression, et je le répète chaque fois ici, que le colonel Mamadi ne commande plus cette transition. Et aussi, j'ai l'impression que la communauté internationale a trouvé des bons alliés qui se trouvent être, de mon point de vue, les partis politiques pour pouvoir trouver des outils pour coincer la junte. Et je pense que cela n'arrange pas le peuple et le peuple devrait être si vigilant pour peut-être jouer le rôle d'arbitre. Voilà, dans la même déclaration
déclaration, je rappelle que le G58 propose une qualité d'observateur à la société civile. Et puis cette réaction d'Alseni Souma, les acteurs sociaux sont plus qu'importants. Tu le dis bien, à mon avis, le G58 devrait jouer à la démocratie en respectant le dialogue élargi pour toutes les entités représentatives d'une certaine manière. Une partie de la voix du peuple puisse s'exprimer. Comment un parti peut se dire démocrate s'il n'accepte pas un débat démocratique ouvert? Alseni Souma, SMS. Oui, Talibé. Oui, Zakaria, dans un article publié par nos confrères de Guinée 114, on signale qu'un communiqué a été diffusé hier à la télévision nationale annonçant la première session du cadre des consultations inclusives, que la première session se tiendra le vendredi 15 avril prochain au Palais Mohamed V à 11h sous la présidence du colonel Mamadi Doumbouya. Voilà, on entendra dans quelques minutes la réaction de notre invité. Merci, monsieur. Je requiers votre intervention chacun pour la pertinence des questions qu'il voudra bien poser à notre invité, monsieur Mamadou Badiko Ba. Et c'est maintenant.